Ok, eh ben on va commencer. Donc, voilà, on va profiter un peu du fait que les séminaires soient relancés au laboratoire. Et je voulais remercier d'une part les gens qui ont réactivé ça, donc, notamment sous l'impulsion de David, et en particulier Léa et Pauline qui gèrent ça de main de maître. Vraiment, non, mais j'apprécie au plus haut point parce que ça a été un enjeu pendant toutes ces dernières années, et je vois que vous faites ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et ça marche parce qu'il y a du monde. Et puis, je dirais, un des avantages, s'il peut y avoir malheureusement un avantage dans la situation qu'on vit actuellement, c'est qu'à travers ces systèmes de visioconférence, on peut associer un nombre encore plus important de collègues extérieurs au laboratoire par rapport à un séminaire qui aurait lieu uniquement en présentiel. Donc, je pense qu'avec le rééquipement de la salle de séminaire, on va pouvoir à la fois inviter des collègues étrangers qui pourront nous faire des séminaires sans être ici, mais aussi partager les séminaires qui seront faits au niveau du laboratoire avec des collègues à l'extérieur du laboratoire. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler, faire un peu le point sur 20 années de travaux sur l'écologie des éléphants de mer et tout au long de ces travaux, tous les développements successifs qui ont été mis en œuvre pour étudier à la fois l'écologie de ces prédateurs, mais aussi leur environnement, de la physique, c'est-à-dire de l'environnement océanographique physique, jusqu'à la biologie. Alors, ça passe pas, mais ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais passer de l'autre côté et je vais... Voilà. Ce sera plus simple parce que comme ça, ça passe si je... ça passe. Alors, si on peut... Bon. Il y a une limitation à 100 connectés? Voilà, ok. Comment? Je sais pas, ouais. Le message, par exemple, un peu plus connecté là. Ouais. Peut-être, ouais, il y a une limitation à 100. Ouais. Voilà. Donc, en fait, dans un contexte où, je dirais, où l'environnement, de façon générale, change très rapidement, et l'environnement marin en particulier, l'idée, c'est que dans ce contexte-là, les animaux marins pouvaient vraiment devenir des auxiliaires, à la fois pour observer et caractériser ces changements, de la physique à la biochimie, voire même la biologie, et aussi, et ça c'est un paramètre vraiment très important, d'essayer d'évaluer les conséquences écologiques de ces changements, à la fois à l'échelle des prédateurs qu'on étudie, mais aussi à l'échelle, je dirais, des organismes biologiques qui sont présents dans l'océan. Alors le contexte, pour le rappeler, réchauffement global, c'est une courbe de l'évolution de la température atmosphérique au cours des 2000 dernières années, où on voit une accélération vraiment impressionnante de l'augmentation de la température au cours du dernier siècle. Et dans ce contexte-là, ce qu'il est important de savoir, c'est que 93% de l'excès de chaleur sur notre planète est stocké dans les océans, tout simplement parce que l'eau a une capacité thermique beaucoup plus importante que l'air. Donc, dans le contexte du réchauffement global, il est primordial de suivre l'évolution de la quantité de chaleur des océans. Or, si vous connaissez les suivis météorologiques, ça s'est surtout fait avec la mesure de la température atmosphérique. Il y avait relativement peu de mesures du milieu océanique, de la température de l'intérieur des océans. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile que d'aller mettre un thermomètre dans différentes régions du monde. Alors, comment tu fais après pour rebasculer sur... Je pense que comment? Admettre. Après... Non. Ouais, alors. Comment tu as fait? Alors, pour revenir. Voilà, donc comment on observe? Merci beaucoup. Heureusement, j'ai deux techniciennes qui m'assistent. Donc, comment on suit l'évolution de la température des océans? Il y a eu une révolution qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années et qui a été, je dirais, fondatrice pour le projet Éléphants de mer.
c'est la révolution des profileurs Argo. C'est quoi ces profileurs Argo? C'est des petits robots autonomes qui sont lancés dans les océans, qui vont séjourner pendant 10 jours à 1000 mètres de profondeur. Le 10e jour, ils descendent à 2000 mètres. Et une fois qu'ils atteignent 2000 mètres, ils commencent leur remontée vers la surface en mesurant en continu la température et la salinité. Et lorsqu'ils arrivent à la surface, ils transmettent cette information par satellite. Et il y a entre 3 et 4 000 de ces robots qui échantillonnent pratiquement la totalité de l'océan mondial, en sachant qu'il y a quand même des trous dans cet échantillonnage. C'est l'océan profond, c'est-à-dire qu'on a très peu de mesures au-delà de 2000 mètres de profondeur. Les zones côtières, parce que ces profileurs, comme ils séjournent à 1000 mètres de profondeur, ils ne peuvent pas aller sur les plateaux continentaux. Et les zones de banquise, parce que là, il y a un problème technique, c'est que lorsqu'ils remontaient à la surface pour transmettre leurs données, ils se font prendre par la banquise et souvent détruire, broyer. Donc aujourd'hui, pour éviter de les perdre, on arrête, leur remontée est avortée et ils ne peuvent pas transmettre leurs données. Et donc, j'avais lu un article, c'était, je crois, sur le Point à l'époque, c'était Philippe Marchand, qui parlait de ce nouveau système qui allait révolutionner l'océanographie. Je me suis dit à ce moment-là, mais on pourrait utiliser des animaux marins pour obtenir des informations dans le milieu marin. Donc, et notamment, j'avais en tête les éléphants de mer. J'avais été les voir à Brest, et ce qui avait coincé, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas capable de transmettre les données en temps réel. On était capable d'archiver les données, et lorsque l'animal revenait à terre, on récupérait l'enregistreur et on pouvait transmettre les données. Or, eux, c'était pour vraiment soutenir l'océanographie opérationnelle, c'est-à-dire de l'océanographie temps réel pour les modèles océanographiques, les modèles météorologiques. Et ça, on n'était pas en mesure de le faire. Alors, pour rappeler aussi le contexte du changement qui affecte les océans, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le contenu de chaleur des océans, il augmente rapidement, et il augmente rapidement, en particulier dans l'océan austral. Et ce que vous voyez en bas, c'est l'anomalie de température notée dans différentes régions de l'océan mondial. Et vous voyez que les zones qui se réchauffent le plus actuellement au monde, au niveau océanographique, c'est l'océan austral. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que si on regarde le gradient en fonction des années, on voit qu'il y a une augmentation très marquée au cours des 10 dernières années. Et si on regarde le gradient latitudinal, vous voyez que la zone qui se réchauffe le plus, c'est entre 30 degrés sud et 60 degrés sud. Donc, vraiment, l'océan austral. Alors, non seulement l'océan se réchauffe, mais il y a une augmentation très sensible du stress lié au vent, c'est-à-dire la force du vent qui a augmenté de l'ordre de 40% sur la période 79-2016. Et si on regarde où se répartit, donc ça c'est l'anomalie de l'intensité du vent sur l'océan austral. Et vous voyez que la région de l'océan austral où ce stress lié au vent augmente le plus correspond au secteur indien de l'océan austral. Et si on regarde d'un point de vue latitudinal, vous voyez que l'essentiel de l'augmentation du vent a lieu entre les latitudes comprises entre 45 degrés sud et 60 degrés sud. Alors, d'une part, on a une augmentation du stress lié par rapport au vent, et quel effet ça va avoir sur les propriétés de la couche de mélange. Parce que quand vous augmentez le vent, vous mélangez les couches de surface de l'océan et ça va affecter la profondeur de la couche de mélange. Et là, il y a deux paramètres qui sont importants. C'est d'une part la profondeur de la couche de mélange, c'est-à-dire la zone de surface qui est vraiment régulièrement brassée par le vent, et une couche plus profonde qui est moins mélangée. Et d'autre part, l'intensité du gradient qu'on va appeler la stratification. Et ça, c'est deux paramètres extrêmement importants d'un point de vue océanographique. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que quand on a un approfondissement de la couche de mélange, vous avez une diminution de la stratification. Et inversement, quand la couche de mélange est moins profonde, vous avez une augmentation de la stratification. Et là, c'est un travail de Jean-Baptiste Salé au l'Océan qui est en révision, qui indique que non seulement la couche de mélange s'approfondit, ce qui est cohérent avec l'augmentation du régime du vent,
et que d'autre part, et ça c'est plus surprenant, que la stratification augmente. Et la stratification, ça va jouer sur en fait, l'apport de nutritifs dans la couche photique. Plus vous êtes stratifié, plus la barrière est solide et moins vous allez avoir d'échanges avec les couches de surface. Donc là, on est dans l'océan austral avec un contexte un peu paradoxal où on a approfondissement de la couche de mélange et augmentation de la stratification. Et qu'est-ce qui se passe aussi en termes du phytoplancton? Alors là, ce qu'on regarde, c'est l'anomalie sur les périodes 2004-2017. En bleu, c'est les zones où on a moins de phytoplancton et en rouge, les zones où on a plus de phytoplancton. Donc, c'est une analyse climatologique. Mais si on regarde sur un cycle saisonnier, donc là, ce que vous voyez, c'est l'année. Vous voyez que le maximum de concentration en chlorophylla est observé au mois de décembre, au minimum au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps, et pareil pendant l'automne austral. Par contre, si on regarde au cours du temps, les années en rouge, c'est les années les plus récentes, on voit qu'on a une diminution du pic pendant la période estivale, donc a priori moins de phytoplancton pendant l'été austral. Par contre, si on regarde ce qui se passe en début de saison et dans une moindre mesure en fin de saison, on a plus de phytoplancton, je dirais, au début du printemps austral. Donc, on a un décalage phénologique dans la production primaire de l'océan austral. Et c'est ce qui est représenté ici, c'est la synthèse de ça, avec une augmentation donc, à la fin de l'hiver et début du printemps, et diminution de la contribution de la production primaire au cours de l'été austral. Après, si on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau global de l'océan austral en termes de la biomasse en chlorophylla de surface, à partir des données satellitaires, eh ben, on arrive globalement à une augmentation qui varie selon les estimations et les régions entre 10 et presque 30% sur la période 97-2018. Donc ça, c'est le travail de Del Castillo qui a réanalysé les séries temporelles de données de couleur de l'eau disponibles pour l'océan austral. Et on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'océan Indien. C'est ce qui apparaît ici. Et vous voyez que pour toutes les régions affectant enfin, le secteur indien de l'océan austral, on a une tendance à l'augmentation des concentrations en chlorophylla de surface au cours des 20 dernières années. Alors, la chlorophylla de surface, ce n'est pas forcément la quantité, la biomasse totale de chlorophylla. Par contre, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un approfondissement de la couche de mélange. Donc, le fait qu'on ait un approfondissement de la couche de mélange et une augmentation des concentrations en chlorophylla à la surface suggère que la biomasse totale de phytoplancton est en train d'augmenter dans l'océan austral. Et ça, c'est le sujet de thèse de Loïc Lester qui regarde ça de plus près. Et par ailleurs, on a aussi des changements populationnels. Et là, ça fait référence à, je dirais qu'au cours de ma carrière, j'ai quand même une grande chance, c'est de travailler avec un grand nombre d'étudiants, plus talentueux les uns que les autres, qui ont tous amené leur contribution à ce travail. Et là, je voulais faire référence au travail de Joris Laborie, qui a procédé à une évaluation de la population totale d'éléphants de mer de Kerguelen en combinant les recensements à terre et aussi l'utilisation de l'imagerie satellite. Alors, le trait en bleu qui longe les côtes, c'est les zones qui sont comptées chaque année à Kerguelen depuis les années 50. En rouge, c'est les comptages supplémentaires que Joris a rajoutés lorsqu'il était à Kerguelen. Donc, c'est les zones accessibles depuis la base. Et puis, tous les autres points, c'est des comptages qui ont eu lieu à partir de l'analyse de données d'images satellites très haute résolution, c'est-à-dire avec une résolution au sol de 30 cm. Donc, à partir des comptages réguliers conduits à terre sur la péninsule courbée, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'entre les années 50 et le milieu des années 80, on a eu un déclin de l'ordre de 40% de la population d'éléphants de mer et que depuis, on a une augmentation, alors pas régulière, mais progressive, des effectifs de cette population d'éléphants de mer, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près à un effectif de l'ordre de 50 000 éléphants de mer. Hop, alors, admettre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur cette période, alors l'analyse n'a pas été faite, mais c'est qu'on a eu une modification du régime ce qu'on appelle le Southern Annular Mode,
Et d'ailleurs, la modification du régime du vent dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle n'est pas indépendante de ça. Et il semblerait que cette tendance de population soit en miroir avec la modification du SAM sur l'océan austral. Et donc, l'énorme travail de Joris, ça a été de récupérer ces images satellites et de procéder, comme on n'est pas très bon, au dénombrement à l'œil, éléphant de mer par éléphant de mer. Et donc, une des perspectives de ce travail, ça serait de développer des approches d'intelligence artificielle pour automatiser ces types de recensement. Voilà. Et puis, non seulement, et ça c'est dans le cadre du travail de Julie, donc on a des modifications au niveau du phytoplancton, de la taille de la population d'éléphants de mer, mais ce que Julie Mestre a mis en évidence dans le cadre de sa thèse, c'est qu'on a une diminution régulière, mais importante, très importante, de la signature en C13 au cours des 14 dernières années. Et l'interprétation à laquelle on est arrivé, mais Julie en parlera plus longuement lors de sa soutenance de thèse, c'est que cette modification de la signature en C13, l'explication la plus probable, ce serait en réponse à une modification de la composition des communautés phytoplanctoniques, avec du phytoplancton de plus petite taille et moins enrichi en C13. Donc voilà, c'est... Et vraiment, donc on a un changement de plus de 1 pour 1000 en l'espace de, je crois, c'est 13 ans, ce qui est considérable. Alors aujourd'hui, la question que je me pose et à laquelle j'aimerais répondre, c'est d'une part, comment la modification des conditions de vent influence les conditions océanographiques, profondeur de la couche de mélange et la stratification, et quelles sont les conséquences sur la composition des communautés de phytoplanctoniques. Parce qu'on peut supposer qu'il y a un lien entre la physique et le type de phytoplancton qui va pouvoir se développer ou pas se développer. Et avec différents types de phytoplancton qui présentent différentes qualités, est-ce que ça influence la qualité de ce qu'on appelle les niveaux trophiques intermédiaires, c'est-à-dire à la fois du zooplancton et du micronecton, c'est-à-dire des petits poissons et des calmars pélagiques. Est-ce que donc, en réponse à une modification des communautés de phytoplancton, on a une modification des chaînes trophiques océaniques et de comment, de façon ultime, ça affecte le succès de pêche des prédateurs marins supérieurs et notamment les éléphants de mer. Donc ça, c'est l'objectif global. Et je vais vous montrer comment, au cours des développements qu'on a effectués ces 20 dernières années, aujourd'hui, je pense qu'on est en capacité de pouvoir commencer à répondre à cette question. Alors, pour ce qui est de l'observation des océans, pour revenir à ce que je disais au départ, quand on regarde où est-ce que l'océan se réchauffe en surface le plus, on voit que c'est dans les milieux polaires, en Arctique surtout et en Antarctique. Et si vous regardez en bas, là où se répartit l'effort d'observation, c'est-à-dire là où on collecte des données océanographiques, alors en marron, c'est les profils de température et salinité obtenus par des navires océanographiques. Et vous voyez que vous avez un très fort biais sur l'hémisphère nord, parce que les flottilles océanographiques sont dans les pays riches, donc essentiellement dans l'hémisphère nord. Par contre, un déficit d'observation dans le sud. Après, vous avez en jaune les profils qui sont obtenus par les profileurs Argo dont je vous ai parlé. Et vous voyez qu'ils font un travail quand même superbe, parce qu'ils ont vraiment permis d'homogénéiser la couverture des océans entre à peu près 55 degrés sud et 50 degrés nord. Par contre, il reste des zones d'ombre, c'est les océans polaires qui sont sous-échantillonnés. Et donc aujourd'hui, pour essayer d'observer de façon la plus exhaustive possible des océans, eh bien, ce qui est privilégié, c'est une approche multiplateforme où on va utiliser des navires océanographiques, des profileurs Argo, des AUV, c'est-à-dire des sous-marins autonomes, des mouillages fixes. Et puis, on voit apparaître aussi une nouvelle composante, c'est l'utilisation de prédateurs marins. Je vais vous parler d'éléphants de mer, mais ça peut être des tortues marines, des manchots, qui vont, au cours de leur trajet, collecter des données océanographiques. Alors, un peu, voilà un éléphant de mer équipé. Alors, on ne lui pose pas autant d'appareils que ça. Et l'idée, c'est de les équiper avec des balises qui présentent
qu'on pose sur ces animaux, après les avoir endormis, ils partent en mer et ces balises vont nous permettre d'obtenir des informations sur leur comportement de plongée. Donc là, vous avez une série de plongées sur 6 mois d'un mâle éléphant de mer. Et vous voyez que ce mâle éléphant de mer, eh ben, il plonge, alors, ça marche régulièrement aux alentours de 500 mètres et exceptionnellement, il peut aller au-delà de 1500 mètres de profondeur. Et si on zoome sur 24 heures de la vie d'un éléphant de mer, vous voyez qu'il ne fait qu'une seule chose, c'est plonger. Chaque plongée va durer une vingtaine de minutes. En moyenne, ils atteignent une 500 mètres de profondeur et entre chaque plongée, ils vont passer moins de 3 minutes à la surface pour respirer. Et ces balises, alors, elles font deux choses. D'une part, elles vont traiter la donnée mesurée au cours des plongées, c'est-à-dire elles vont échantillonner la température, la salinité et éventuellement d'autres paramètres. Elles vont les traiter à bord et les transmettre en temps réel lorsque l'éléphant de mer revient à la surface. Et ils transmettent 4 profils par jour, mais qui sont dégradés. Il y a une vingtaine de points de température, salinité par profil. Par contre, si on a la chance de récupérer cette balise, lorsque l'animal revient à terre, on peut recapturer l'éléphant de mer, récupérer la balise, et bien là, on a accès à tout un tas d'informations à très haute fréquence, donc la profondeur, la température toutes les secondes, la salinité toutes les secondes, la fluorescence toutes les secondes, 4 fois par jour, éventuellement l'oxygène dissous, la lumière en continu et l'accélération dans les 3 dimensions à 12 fois par seconde. Donc une mine d'informations. Par contre, tout ça avec des contraintes de taille fortes, on ne peut pas poser des appareils de plus en plus gros, une quantité d'énergie limitée à bord des balises. Donc derrière ça, il y a vraiment une optimisation à la fois de l'acquisition des données, de leur transfert et de l'utilisation de l'énergie. Donc il y a un gros travail de développement avec des partenaires très importants là-dedans. C'est mes collègues du Sea Research Unit qui ont conçu la balise de base qu'on a continué avec eux à enrichir au fil des années. Donc la température et salinité, là c'est juste un exemple d'un mâle éléphant de mer qui part de Kerguelen, qui va en Antarctique. Donc plus les eaux sont chaudes, plus elles apparaissent en rouge, plus c'est froid, plus c'est en bleu. Donc vous voyez à la fois les changements saisonniers, là c'est pendant l'automne austral avec des eaux de surface plus chaudes, et pendant l'hiver austral, lorsqu'il revient à Kerguelen, ces eaux de surface se sont refroidies. Et donc on a des mesures en continu sur plusieurs milliers de kilomètres grâce à ces individus. Alors là, c'était un individu, et ça, c'est l'exemple de toutes les données qu'on a, qui sont gérées dans la base de données du SNO, donc du système national d'observation mammifère échantillonneur du milieu océanographique, qui est géré par Baptiste et qui est piloté en partenariat avec mes collègues étrangers. Donc à ce jour, on a plus de 450 éléphants de mer, mâles et femelles, qui ont été équipés de ces balises. Et là, en rouge, vous avez les trajets des femelles et en bleu, les trajets des mâles. Vous voyez bien que mâles et femelles n'utilisent pas les mêmes habitats dans l'océan austral. Et si vous élargissez ça à l'échelle de l'ensemble de l'océan austral, avec mes collègues américains, britanniques, sud-africains, australiens, eh ben, on arrive à avoir une couverture à peu près globale de l'océan austral, pardon. Et aujourd'hui, les éléphants de mer, c'est 80% des profils de température salinité au sud de 60 degrés sud et 98% des profils de température et salinité associés à la zone de banquise antarctique, donc collectés sous la glace de mer. Et tout ça, ça fait partie d'un réseau donc, qui est animé par Fabien Roquet, qui est sur cette photo derrière le petit message, qui est basé à l'université de Göteborg, et puis au laboratoire de Baptiste, et qui anime ce qu'on appelle le portail MEOP, c'est-à-dire qui rassemble toutes ces données, qui les corrige et qui les met à disposition de l'ensemble de la communauté internationale. Et ce réseau MEOP, ce portail, puisque c'est un portail qui distribue ces données, va s'élargir dans le cadre d'Anibos, qui vient d'être labellisé au sein de Goose comme un des réseaux supplémentaires pour observer l'océan, à côté des profileurs Argo, des AUV, enfin tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Anibos a vocation à élargir le nombre d'espèces équipées de capteurs océanographiques pour observer l'océan mondial avec 2 zones prioritaires, les milieux polaires
et les milieux côtiers, en particulier en zone tropicale, notamment en équipant des tortues marines. Donc, si on fait l'historique, en 2004, on a posé la première balise qui mesurait température, salinité. En 2007, on a intégré un fluorimètre pour mesurer les concentrations en phytoplancton. En 2008, on a intégré la mesure de la lumière en continu. On a fait un premier essai de balise qui permettait de mesurer l'oxygène dissous dans les océans. On a arrêté parce qu'on avait des problèmes de calibration de ces capteurs et on a une balise qui va être déployée prochainement, d'une nouvelle génération qui va nous permettre de mesurer ce paramètre. En 2010, on a commencé à mesurer l'accélération et la magnétométrie. Donc, c'est un compas magnétique qui nous permet de mesurer la direction des animaux. En 2012, on a commencé à intégrer l'acoustique passive, c'est-à-dire on pose des enregistreurs acoustiques sur ces animaux. En 2014, on a commencé à avoir les données haute fréquence en température et en salinité. Et en 2018, on a implémenté ce qu'on appelle l'acoustique active, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, juste un exemple, une femelle partie de Kerguelen. Ben voilà 2 mois et demi d'enregistrement en continu en haut de température et de la salinité. Et si on zoome sur 24 heures, voilà le niveau de définition qu'on arrive à obtenir. Donc, une description vraiment à très, très fine échelle de la structuration de la colonne d'eau. Et donc, aujourd'hui, les éléphants de mer sont le seul système de mesure qu'on ait disponible pour l'océan austral pour obtenir ce type de données très haute fréquence à haute résolution spatiale. Et donc, ça intéresse vraiment les océanographes qui travaillent sur des aspects processus océanographiques. Alors, au niveau de l'Arctique, et ça, c'est le projet que Tiphaine va développer, l'idée, ça serait d'étendre ce réseau d'observation en équipant d'autres, l'équivalent, l'espèce jumelle un peu des éléphants de mer dans l'Arctique, c'est-à-dire les phoques à capuchon, qui permettraient d'aller échantillonner différentes régions autour du Groenland. Et l'idée, c'est qu'en combinant ces observations obtenues par des éléphants de mer et des phoques arctiques, qu'on vienne combler ces trous d'observation que je vous avais signalés au niveau de l'océan austral, d'une part, et au niveau de l'Arctique, et de rendre ces données disponibles via le portail MEOP. Alors, quelques autres exemples de ce qu'on peut faire avec les données obtenues par les éléphants de mer. Grâce à l'acoustique passive, on peut estimer la force du vent, et par la mesure de l'accélération, on peut évaluer aussi l'état de la mer. Alors, non seulement à partir des mesures en continu de la température et de la salinité, on peut définir ce qu'on appelle la couche de mélange, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez en continu la profondeur de la couche de mélange, et on sait que les facteurs qui vont faire varier cette profondeur de couche de mélange, c'est notamment des épisodes venteux extrêmement violents, c'est-à-dire des tempêtes. Mais ça, on peut avoir des indices par les mesures satellites, mais l'idée, c'est aussi d'avoir des mesures in situ. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Dorian Cazot, qui est à l'ENSTA Bretagne, à partir d'enregistreurs acoustiques. Et on a pu montrer qu'en écoutant le bruit ambiant entre 200 mètres et 400 mètres de profondeur, on pouvait avoir une bonne idée de la vitesse du vent à la surface. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez beaucoup de vent, vous générez des vagues. Ces vagues déferlent, ça va produire des petites bulles, et ces petites bulles, elles explosent. Et en explosant, elles génèrent du bruit. Et plus ce bruit est important, plus vous savez qu'il y a du vent à la surface. Et on a pu confronter les mesures éléphants de mer aux mesures satellites, et on a montré que ça marchait plutôt bien. Et puis, pour ce qui est de l'état de la mer, les fréquences des vagues, je vous ai dit que toutes les 20 minutes, les éléphants de mer remontaient à la surface pour respirer. Quand ils sont à la surface, ils ne nagent pas. Par contre, ils vont être sujets à l'action des vagues. C'est-à-dire, quand vous avez une vague qui arrive, ils vont être soulevés. Quand elle est passée, ils vont descendre. Et ça, on peut le détecter avec l'accéléromètre. Donc, on peut voir pendant combien de temps ils sont soulevés, pendant combien de temps ils descendent, et à quelle régularité ils montent et ils descendent. Et donc, on arrive à trouver à partir de ça la fréquence des vagues et l'amplitude de ces vagues. Et grâce aux mesures de température et de salinité, on a la couche de mélange en bleu, et en noir, vous avez la vitesse du vent estimée à partir des mesures acoustiques. Et donc, on peut commencer à relier les modifications des propriétés de la couche de mélange
avec des épisodes de vent comme des tempêtes extrêmes, donc c'est ces points rouges. Et puis non seulement on a la force du vent, mais on a aussi la direction du vent, parce qu'on s'est rendu compte que quand les animaux venaient respirer à la surface, lorsqu'il y avait suffisamment de vent, eh ben, ils vont s'orienter d'une façon bien précise, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dos aux vagues pour ne pas se prendre les vagues en pleine figure qui viendraient leur gêner la respiration. Donc, c'est comme un peu une girouette, ils vont nous donner la direction globale du vent. Alors, pour ce qui est des paramètres biogéochimiques, eh ben, je vous ai parlé de la fluorescence qui permet d'estimer les concentrations en phytoplancton le long de la trajectoire. On a aussi intégré un capteur de lumière, et on a montré qu'il y avait un très bon lien entre les concentrations en phytoplancton estimées par la fluorescence et la manière dont la lumière pénétrait dans la colonne d'eau. En fait, quand vous avez plus de phytoplancton, vous voyez que la lumière pénètre beaucoup moins profondément. Quand vous avez moins de phytoplancton, comme ici, la lumière va pénétrer beaucoup plus profondément. Et à partir de ça, eh ben, il y a eu le travail de Loïc Lester d'essayer de voir si on pouvait estimer les concentrations en phytoplancton uniquement en regardant la lumière. Alors, quel est l'intérêt de regarder la lumière? C'est que la fluorescence, c'est une mesure qui est coûteuse à obtenir. En énergie, on va consommer beaucoup d'énergie. Donc, on est limité, on fait 4 mesures par jour. La lumière, ça ne coûte rien. Donc, on la mesure en continu pendant une année. Donc, on peut avoir accès à vraiment à l'information à fine échelle, c'est-à-dire plongée par plongée. Et il a montré qu'en fait, ça marchait relativement bien. Donc, en noir, vous avez ce qui est mesuré estimé à partir des mesures fluorimètres, et en rouge, ce qui est estimé à partir des mesures de lumière. Et globalement, il avait une estimation d'erreur de biomasse de 1% entre les deux approches. Par contre, l'intérêt du fluorimètre, c'est que vous allez avoir un profil précis, alors que la lumière, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un profil précis. On s'est rendu compte que la lumière, ça ne marchait pas très bien pour estimer les profils quand on avait des maximums profonds de concentration en phytoplancton que vous allez détecter avec le fluorimètre. Et puis, il y a des moments où l'atténuation de la lumière est beaucoup plus forte que ce que nous dit le fluorimètre. Et ça veut probablement dire qu'il y a autre chose dans la colonne d'eau qui contribue à l'atténuation de la lumière. Par exemple, des essaims de zooplancton, comme des copépodes, ou des particules en suspension qui ne sont pas du phytoplancton. Voilà, ça y est, je sais. Merci. Voilà, et là, c'est juste l'exemple. Ce que vous obtiendrez en haut avec le fluorimètre et ce que vous obtenez en bas par la lumière. Donc, vous n'avez pas, pour la lumière, vous n'avez pas de mesure uniquement pendant la nuit. Et là, on veut aller un niveau plus loin, et ça, c'est un développement qui est en cours. C'est qu'aujourd'hui, on a la concentration en chlorophylla, mais ça ne nous dit pas les types de phytoplancton rencontrés. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train d'implémenter? C'est la fluorescence multispectrale. C'est qu'il y a différents types de phytoplancton, différents types de pigments chlorophylliens, et donc on veut exciter ces différents types de pigments chlorophylliens qui vont nous dire c'est plutôt des diatomées, c'est plutôt des aptophytes, c'est plutôt des phaeocystis ou pas. Donc aller vers la dimension qualitative du phytoplancton. Et puis l'oxygène dissous, donc ça c'est le travail que Jade avait fait dans le cadre de sa thèse et qu'elle va reprendre. C'est de voir ces mesures d'oxygène dissous et de regarder plutôt les conséquences écologiques de fait d'avoir plus ou moins d'oxygène et des zones de minimum d'oxygène et du développement de l'extension de ces zones de minimum d'oxygène. Alors aujourd'hui, vous voyez bien, on a des données sur la base des niveaux trophiques inférieurs. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau dans les niveaux intermédiaires, c'est-à-dire au-dessus du phytoplancton, c'est-à-dire du zooplancton jusqu'aux proies des éléphants de mer. Et pour ça, on va utiliser tout un tas de nouveaux outils, et en particulier développés en collaboration avec Mark Johnson et Pauline Goulet, et je vais vous présenter ces différents appareils. Alors, le premier d'entre eux, c'est une balise acoustique qui combine un hydrophone avec un accéléromètre, un magnétomètre et un système de positionnement GPS. Donc, on a une position très précise chaque fois que l'éléphant de mer est à terre. Et par ailleurs, il y a un capteur de lumière à très haute fréquence et haute résolution.
Donc, avec l'accéléromètre, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à détecter les mouvements de corps et de tête associés à ce qu'on va appeler les tentatives de capture de proie. Donc, tous les points noirs que vous voyez, c'est chaque fois que l'éléphant de mer a essayé de capturer une proie. Et ce qu'on voit très bien sur cette figure, c'est la migration noctémérale de ces proies, où ça remonte la nuit, ça redescend le jour, ça remonte la nuit. Et on voit des zones où les animaux capturent un peu plus par rapport à des zones où, a priori, ils capturent un peu moins. Donc, on a une hétérogénéité spatiale des captures et qu'on peut mettre en relation avec une hétérogénéité des conditions océanographiques, puisque là, c'est superposé à la température. Ces proies, c'est quoi? C'est des poissons mésopélagiques, comme les poissons lanternes ou des calmars. Alors, pourquoi on les appelle poissons lanternes? Parce qu'ils sont bioluminescents. Et donc, on va passer à la deuxième partie, c'est le capteur de lumière, à quoi ça sert? Eh bien, ce capteur de lumière, l'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette lumière pour détecter les événements de bioluminescence au cours de la plongée des éléphants de mer et quelles informations ça nous apporte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu marin, la bioluminescence, c'est la généralité, pas l'exception. À peu près 70 à 80% des espèces marines sont bioluminescentes. Et parmi ces espèces, il y a des espèces d'intérêt pour l'éléphant de mer, des calmars, des myctophilées, des espèces qui ont peu de chances d'être consommées, comme des méduses, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? En haut, vous avez un profil de plongée. Donc, cet éléphant de mer est descendu à peu près à 600 mètres. En bas, le suivant qui apparaît, c'est les jerks, c'est-à-dire les accélérations qui correspondent aux tentatives de capture de proie. Et dans ce cas-là, en bas, c'est les événements de bioluminescence détectés. Et vous voyez que pour pratiquement chaque jerk, dans cette situation, on avait un événement de bioluminescence associé. Donc, une des hypothèses, c'est que la bioluminescence pourrait être un indice ou une réaction de la proie à la tentative de prédation de l'éléphant de mer. C'est-à-dire que la proie détecte l'éléphant de mer s'approchant et pour se défendre, parce que la bioluminescence peut être un mécanisme de défense, émet un flash lumineux. Et là, c'est ce que Pauline a regardé. Donc là, vous avez un trajet d'éléphant de mer qui est parti de Kerguelen, donc la première partie du trajet, où vous voyez que l'éléphant de mer capture relativement peu de proies, à peu près 450 proies par jour, c'est cette partie-là. Et puis, une deuxième phase où là, le taux de capture va pratiquement doubler à 900 proies par jour. C'est ce qu'on voit ici. Et puis, on va regarder ce qui se passe en termes de bioluminescence. Là, tous les points verts, c'est toutes les tentatives de capture de proie où on n'avait pas d'événement de bioluminescence. Et en rouge, en bas, c'est toutes les tentatives de capture de proie associées à de la bioluminescence. Et donc, vous voyez bien que quand l'éléphant de mer était dans cette structure tourbillonnaire, eh ben, il rencontrait une quantité plus importante de proies et qu'une plus grande proportion de ces proies produisait de la bioluminescence. Alors, est-ce que ce sont des proies différentes ou des proies dans un état physiologique différent? Ça, j'en sais rien. Mais on sait qu'on a changé d'environnement océanographique. Alors, un deuxième développement, mais majeur, qui a été permis par la collaboration avec Mark Johnson et Pauline, et sur lequel Tiffaine va notamment travailler, ça a été le développement d'un sonar actif. C'est vraiment un micro-échosondeur. Ça fait quoi, ce micro-sonar? Ça va permettre en fait, on va émettre une onde acoustique. Cette onde acoustique va rencontrer des particules dans la colonne d'eau et on va recevoir l'écho qui va être enregistré et ensuite on va analyser les caractéristiques de cet écho. Donc, les premiers déploiements ont été faits sur les éléphants de mer, plutôt pour regarder les interactions proie-prédateur. Et ce qu'avait notamment montré Pauline, et là c'est 3 exemples. Donc, en haut, vous avez la profondeur au cours du temps, en secondes. Au milieu, vous avez le signal acoustique. Et en bas, vous avez le signal d'accélération, donc les tentatives de capture de proie. Donc, premier cas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que votre éléphant de mer, il descend très régulièrement, qu'il y a une cible qui se rapproche progressivement et qu'on voit l'intensité d'ailleurs augmenter, puis il se rapproche. Et il n'y a pas de tentative de capture de proie. Donc, c'est quelque chose qui n'intéresse pas l'éléphant de mer, qui traverse simplement l'éléphant de mer, se rapproche de cette cible.
et n'interagit pas avec elle. Là, au milieu, le deuxième panneau, vous voyez que l'éléphant de mer infléchit sa descente. On a une signature acoustique très marquée. En fait, on a même plusieurs lignes. On peut même dire que ce sont des proies qui sont en banc, puisqu'on a plusieurs lignes parallèles. Et on a un signal d'accélération marqué, c'est-à-dire qu'au bout du phénomène, il y a tentative de capture de proie. Et là, pareil, même situation, mais là, l'éléphant de mer remonte vers une cible qu'on détecte et aussi une tentative de capture de proie. Et en fait, il amorce, au moment où il remonte, il y a déjà un premier signal d'accélération, donc on peut même penser que la proie a probablement essayé de s'échapper. Donc ça, il y a un gros travail d'analyse en cours, et c'est notamment le travail de Mathilde, qui a été d'analyser le comportement des proies à l'approche des éléphants de mer. Et elle a mis en évidence différentes choses, mais notamment un des résultats intéressants, vous voyez cette ligne en bas là, qui apparaît et puis qui disparaît. En fait, ça correspond au déploiement des moustaches. Et parce qu'on sait que les éléphants de mer, enfin on pense que les éléphants de mer, comme les phoques, veaux marins, vont utiliser leur vibrisses pour localiser, détecter les trains d'ondes, les vibrations dans l'eau pour remonter la trajectoire de leur proie. Et là, il y a une tentative de capture de proie. Et ce que Mathilde a montré, c'est que le comportement d'approche, selon que l'éléphant de mer chassait une proie isolée ou une proie en banc comme ici, n'allait pas être le même. Dans une proie isolée, globalement, ils se maintiennent toujours à peu près à l'horizontale, alors que certains individus, lorsqu'ils chassent des proies en banc, vont systématiquement faire un looping. Pas tous, mais on l'a retrouvé, là, je crois, sur 2 individus différents, et par contre, ils le font toujours. Et après, ce qui reste à savoir, c'est si les autres individus, lorsqu'ils rencontrent des proies en banc, ont quand même des comportements légèrement différents d'approche par rapport à des proies isolées. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette information, on pourrait simplement dire le long de la plongée, dire là, c'était plutôt des proies isolées ou des proies en banc, à quel moment ça a lieu de la journée, dans quelle masse d'eau. Et puis aussi, on peut regarder ce qui se passe le long d'un trajet d'un éléphant de mer. Donc, vous avez cet éléphant de mer qui est parti de Kerguelen, et là, en jaune, c'est tout l'enregistrement microsonar. Après, il s'est arrêté, puisqu'il fonctionne à peu près pendant 1 mois. Donc là, vous avez un magnifique enregistrement de température et des variations de migration nictémérale des proies, et donc des tentatives de capture de proie de votre éléphant de mer. Et là, vous avez les données microsonars. Alors là, c'est simplement le nombre d'échos par ping acoustique envoyé. Donc, vous voyez de l'hétérogénéité. Et vous voyez que cette hétérogénéité, on peut la faire quand même correspondre plus ou moins avec une hétérogénéité des conditions océanographiques. En termes de densité, de nombre d'objets acoustiques rencontrés. Il y a aussi la force de l'écho, qui est un élément. Et puis, le troisième élément qu'on peut utiliser, c'est la taille de ces échos. Alors tout ça, bien sûr, ça nécessite un énorme travail de validation en conditions contrôlées. Ça, c'est le travail de Louis Petitot. Karine aussi a contribué à ça au Danemark, en travaillant plutôt sur des poissons. Et ce que Louis a fait, c'est de travailler sur les poissons et les organismes de petite taille. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à Lumeau au printemps, en testant le microsonar dans un bassin où on mettait des copépodes, des crustacés, des poissons de différentes tailles. Et il a pu montrer qu'il y avait une relation entre la taille acoustique de la cible et sa taille réelle, ce qui est un peu encourageant, mais par contre que cette relation était espèce dépendante. Et puis l'autre aspect, l'autre aspect, ça a été de confronter, en utilisant des CTD, donc des navires océanographiques, sur lesquels était monté un UVP. C'est un système qui permet de prendre des photos, globalement, mais à très haute résolution, simultanément à des mesures effectuées par le microsonar qui était monté ici. Et donc l'UVP, ça va identifier des organismes de très petite taille, c'est-à-dire jusqu'à 2-3 mm. Et donc l'idée, c'est jusqu'à quelle taille on peut détecter, taille d'organisme on peut détecter avec le microsonar. Et on va passer, et ce que vous voyez là, c'est en bleu, c'est les profils UVP, et le profil microsonar correspondant.
Et là, le travail de Louis est en train de montrer qu'on est capable de détecter des particules d'environ 1 mm à partir du microsonar. Donc, vraiment des particules de toute petite taille. Et un exemple, là, c'est sur un trajet en Argentine, puisqu'on travaille aussi en Argentine. Et ça, c'est dans le cadre de la thèse de Martin. Donc, en haut, vous avez l'enregistrement continu du microsonar. Donc là, ça fonctionnait un jour sur deux. Les données océanographiques en bas. Et on va directement zoomer sur ce qui se passe sur une journée. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette journée-là? Et ben, vous voyez très clairement la migration nictémérale d'une couche détectée par le microsonar qui remonte d'à peu près 100 mètres la nuit et qui se renfonce la journée. Mais cette couche-là, ce n'est pas ce que consomment les éléphants de mer, parce que vous voyez qu'ils plongent bien plus profondément la nuit et encore plus profondément le jour. Donc, c'est peut-être les proies des proies, éventuellement. Et là, le travail qui a été fait, donc c'est le travail de Nadège, c'est de voir si cette hétérogénéité des peuplements des niveaux trophiques intermédiaires peut être mise en relation avec les caractéristiques océanographiques. Donc, elle catégorise les différentes masses d'eau visitées par l'éléphant de mer. Et ensuite, en fonction de ces différentes catégories de masses d'eau, on essaye de voir si les caractéristiques du niveau trophique intermédiaire, en tant que distribution verticale, donc en jaune c'est 2 jours, en bleu c'est la nuit, et en termes aussi d'abondance totale, de taille, diffèrent selon les masses d'eau. Donc là, c'est un travail préliminaire, mais déjà qui suggère qu'en effet, selon les masses d'eau visitées, on ne va pas avoir la même distribution verticale des organismes, pas avoir la même abondance de particules et peut-être des différences aussi de taille moyenne des organismes. Et puis, il y a le travail de Yakov, qui regarde à la fois des aspects comportementaux, mais aussi essaye d'intégrer toutes les sources d'informations qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part les tentatives de capture de proie, c'est ces points noirs, et là, la taille du point donne une idée du temps passé à capturer la proie. Donc, il peut nous dire que c'est une proie plus ou moins grosse ou plus petite. Les points rouges, c'est la bioluminescence. La ligne rouge, c'est la limite à laquelle vous pouvez détecter la bioluminescence parce que là, il y a trop de lumière pour que vous puissiez la détecter. Et donc, d'une part, donc, bioluminescence. D'autre part, aussi en utilisant la bioluminescence, là, vous voyez très clairement, en ramenant toutes les données sur 24 heures, qu'il y a de la bioluminescence très clairement associée à la couche de proie, et puis que vous avez de la bioluminescence qui n'est pas associée à la couche de proie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette bioluminescence non associée à la couche de proie, elle est très intense le matin, mais elle a tendance à diminuer l'après-midi. Donc, il y a quelque chose de comportemental aussi dans la production de cette bioluminescence. D'intégrer les données microsonars, les tentatives de capture de proie, et puis d'intégrer la dimension comportementale, c'est-à-dire l'approche de l'éléphant de mer pour savoir est-ce qu'on a affaire à des proies isolées ou des proies en banc. Tout ça pour avoir une cartographie des différents organismes qui peuvent être rencontrés dans la colonne d'eau par masse d'eau océanographique sur un cycle de 24 heures. Et puis, dernier développement, alors c'est des choses qui existent en partie, hein, c'est les travaux de nos collègues japonais, Naito, qui a utilisé des systèmes de caméras qui permettent d'identifier au cours de la plongée des proies qui sont capturées par les éléphants de mer. Alors, ça marche bien pour des grosses proies, relativement grosses. Par contre, dès qu'on a des toutes petites choses, on n'est plus capable de les identifier. Et donc là, ce qu'on est en train de faire avec Dominique Philippi, enfin c'est ce que Dominique est en train de faire, c'est pas moi, c'est de développer une micro-caméra à haute résolution pour essayer de caractériser les organismes de petite taille. Mais surtout, et c'est ça je dirais le développement majeur, c'est de contrôler le déclenchement de la caméra par les détections acoustiques du microsonar. Vous avez un écho acoustique et là, vous prenez une photo dans une gamme de distance donnée pour ne pas vous préoccuper de la mise au point à un certain rythme, parce que l'idée, c'est d'identifier à la fois les proies, mais aussi ce qui ne correspond pas aux proies des éléphants de mer pour préciser justement la distribution des organismes présents dans la colonne d'eau. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette présentation, c'est vous parler aussi de l'acoustique passive et de l'outil complètement incroyable que ça représente. Et notamment pour évaluer ce qu'on appelle la biophonie, c'est-à-dire les bruits d'origine
biologiques dans l'océan. Alors, avec une première application, c'est d'utiliser le long des trajets de ces animaux, ces enregistrements réalisés, et en particulier lors de plongées qui sont dites de dérive passive, où l'animal se laisse couler passivement dans la colonne d'eau, donc il est totalement silencieux, et donc on a un point d'écoute parfait pendant une vingtaine de minutes, et donc c'est de voir sur ce point d'écoute qui peut être localisé dans l'espace, qu'est-ce qu'on entend. Là, c'est un exemple sur les différents types de baleines. Quels sont les différents types de baleines qu'on va entendre le long de la trajectoire d'un éléphant de mer. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, qu'on est en train de réactiver. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'environnement marin, c'est vraiment un environnement sonore. Dans cet environnement sonore, vous avez la biophonie. On a parlé des baleines, les rorquals communs, baleines bleues, baleines à bosse, mais il y a d'autres informations qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez des bruits qui sont produits par des poissons, et notamment les poissons lanternes qui vont produire des chœurs intenses au lever et au coucher du soleil. Et c'est ce que vous voyez en bas. Vous voyez que le niveau ambiant, de bruit ambiant des océans peut monter de 10 dB à l'aube et au crépuscule. Donc ça, c'est le travail de RB et de l'équipe de Robert McCauley en Australie. Et donc, une des idées qu'on voudrait tester, c'est est-ce que l'éléphant de mer va évaluer la richesse en proie de son environnement simplement en écoutant son environnement, en disant ben là, c'est plus bruyant, donc il y a plus de proies, et à ce moment-là, peut-être mon succès de pêche va être meilleur. Donc, c'est de voir si effectivement, le succès de pêche des éléphants de mer est meilleur là où on a les plus fortes variations de bruit ambiant à l'aube et au crépuscule, et donc s'ils utilisent ces informations pour localiser leur proie. Et en termes de développement, sur quoi on travaille, donc toujours avec Pauline et Mark Johnson, c'est d'intégrer tout en un, c'est-à-dire à la fois de mettre l'hydrophone acoustique passive avec l'acoustique active et le capteur de lumière. Pourquoi? Parce que au lieu de poser plusieurs appareils, on ne peut pas poser tous ces appareils sur le même individu, vous posez là un appareil rassemblant tous ces paramètres sur le même individu. Donc ça nécessite là encore des développements en termes d'optimisation de la consommation d'énergie, diminution de la taille. Voilà, j'en ai à peu près, quasiment fini. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le secteur indien de l'océan austral, en combinant, je dirais, les informations fournies par des profileurs, notamment biogéochimiques, par des navires océanographiques comme le Marion Dufresne, par les animaux échantillonneurs et par les suivis à long terme de populations de prédateurs marins, on a vraiment je dirais, un site atelier exceptionnel pour essayer d'une part d'observer les changements, les caractériser et évaluer les conséquences écologiques de ces changements sur les écosystèmes de l'océan austral. Et ça, tout ça, c'est effectué dans le cadre de la zone atelier, zone antarctique, avec le soutien de l'IPEV. Et j'en ai fini. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci bien. Alors, je crois qu'ils peuvent utiliser le chat, non, s'il y a des questions. Oui, il faut lever la main, il y a une main pour se lever sur la main. Je ne sais pas si... Alors, oui. Merci beaucoup, c'était limpide. J'aurais deux questions parce que je ne suis pas sûr d'avoir l'occasion d'y revenir. Ma première question, c'est les modélisateurs, que ce soit après pour le climat ou pour les réseaux trophiques et tout ça, ce qu'ils recherchent, c'est des relations fonctionnelles pour après établir leur modèle. Donc, je m'interrogeais en fait sur l'étape suivante après l'observation. Dans quelle mesure vous pouvez construire des relations fonctionnelles qui, justement, seront utilisées par les modélisateurs? Alors, il y a deux niveaux par rapport à ça. Il y a déjà des choses qui sont en cours, que je n'ai pas présentées. C'est d'un point de vue physique. C'est notamment par rapport à ces données très haute fréquence, température, salinité, il se trouve que les éléphants de mer vont beaucoup utiliser les structures de mésoéchelle comme des fronts et des tourbillons. Et aujourd'hui, à partir des mesures in situ éléphants de mer, ça a permis de valider en fait, les estimations de flux de chaleur entre les masses d'eau profonde et la surface par l'advection verticale.
Et donc, ça a permis de montrer que les paramétrages, comment il fallait paramétrer les modèles pour quantifier ça. Donc ça, c'est vraiment le travail de Lia Siegelman. Ça a été fait récemment, ça a été publié dans Nature il y a moins d'1 an. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment les processus fonctionnels qui vont permettre de lier les variations des caractéristiques physiques, et notamment couches de mélange, stratification, avec l'orientation des chaînes trophiques, et en s'appuyant sur de la mesure in situ, et de la mesure in situ qui est par ailleurs très difficile à obtenir. Et ce qui est encore plus difficile à obtenir, et c'est pour moi le principal intérêt de l'approche éléphant de mer, c'est qu'on a des outils, on a beaucoup d'outils. Après, ce qui est très rare, c'est de pouvoir tout obtenir en simultané. C'est-à-dire la physique, la biogéochimie et la biologie. Alors, il y a de plus en plus, il y a des gliders avec maintenant qui intègrent des échosondeurs, mais il y en a très peu, et il n'y en a aucun qui fonctionne dans l'océan austral. Et donc, c'est ce qu'on est en capacité d'offrir pour après, ce n'est pas le travail que je ferai moi, mais que mes collègues océanographes biologistes puissent travailler justement sur la paramétrisation des modèles et pour implémenter ces paramétrages dans les modèles, mais aussi valider leur sortie de modèle par la mesure in situ. Et c'est aussi pour ça qu'on est largement, je dirais, soutenu par la communauté océanographe pour fournir ces données dans l'océan austral, parce que par ailleurs, il y a, comme je l'ai expliqué avant, il y a un réel déficit d'observation in situ. Oui, Yves, je sais pas. Moi, j'avais une petite... Alors, je connais globalement l'histoire, mais je suis toujours attiré par les derniers résultats. Alors, il y a une chose qui est vraiment très belle avec l'acoustique active, c'est que vous montrez bien une couche et qui varie entre le jour et la nuit, comme il se doit. Mais globalement, la structure en couche dans quasiment tous les océans du globe, c'est valable pour l'océan austral, il y a 3 couches principales. Vous n'en trouvez qu'une? Alors non, on en trouve 2, parce que là, c'est la manière. Alors, il faut se méfier de la manière dont c'est représenté. Là, tu vois la couche la plus dense, c'est-à-dire où on a le plus de particules. Par contre, si tu regardais la couche uniquement des proies, tu vois, donc ça va être des tailles de l'ordre de 4 cm et plus, tu vas la voir, elle va correspondre à la zone où s'alimentent nos éléphants de mer. Alors après, on ne voit pas en dessous de là où vont nos éléphants de mer, mais tu vas la voir apparaître. Mais finalement, en termes de biomasse, de densité de particules, elle est très faible par rapport au vu des autres particules qu'on va détecter dans la colonne d'eau. Un autre résultat important que Louis est en train d'essayer de regarder, de valider, c'est qu'on se rend compte, je vous ai montré à Kerguelen où on avait une zone où on avait une très forte densité de particules qui s'étendait à peu près jusqu'à 500 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin il y avait beaucoup de choses. Et ça ne migre pas, ça ne bouge pas, il n'y a pas de différence jour-nuit et tout. Donc là, ça nous fait dire que c'est des choses qui sont inertes dans la colonne d'eau. Et on pense, les validations UVP vont dans ce sens-là, on est capable de détecter en fait ce qu'on appelle de la neige marine, c'est de la sédimentation d'agrégats de phytoplancton morts qui est en train de sédimenter vers le fond des océans. Mais entre le jour et la nuit, tu as une couche, en particulier la moyenne et la profonde, elle ne varie quasiment pas. Alors, ça dépend. Voilà. Et si vous regardez vos résultats, vous voyez avoir des couches qui sont beaucoup plus nettes pendant la journée que pendant la nuit. Alors, là, je dirais que c'est la manière dont les couches ont été regardées. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Yakov de faire une analyse beaucoup plus précise. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est par rapport à des tailles moyennes de particules et pas des distributions par classe de taille. Et donc là, on est en train de regarder ça par classe de taille. Donc, on a en fait un pixel. Ça a une résolution minimale de 4 mm. Même si on peut voir des particules de 1 mm, il va être défini sur un pixel de 4 mm. Et donc, on regarde de 0 à 4, de 4 à 8. Et donc là, je ne peux pas te présenter les résultats, mais c'est ça. Mais par contre, ce qui ressort très clairement, c'est qu'entre l'Argentine et Kerguelen, on a des structures complètement différentes. En Argentine, on a un signal très fort de migration nictémérale, beaucoup plus fort qu'à Kerguelen. À Kerguelen, tu revois de la migration, mais il y a beaucoup d'organismes qui ne bougent pas ou très très peu dans la colonne d'eau. Et ça nous pose des questions sur justement la composition de ces organismes. Est-ce que par exemple à Kerguelen, on a beaucoup plus de gélatineuses type des tunicates, enfin des salpes,
qui bougeraient moins. Enfin, ça, c'est work in progress. Je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin après de la micro-caméra pour dire bah, c'est plutôt ça ou ça. Hein? On attend les photos avec impatience. On verra, petit à petit. Oui. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à l'acoustique passive. Vous l'avez mesuré en décibels, donc c'est l'intensité. Ça correspond à l'intensité. Est-ce que vous avez aussi la fréquence? Oui, non, on a la fréquence. Là, je parlais simplement de bruit ambiant. Et voilà, pour montrer que le bruit ambiant, après, bien sûr que l'enregistrement, lui, il est fréquentiel. Donc, on peut te dire, voilà, c'est dans telle ou telle fréquence et tout. Mais simplement pour là, c'était juste un bilan de bruit ambiant, de montrer qu'on avait une variation régulière avec le cycle nictéméral du bruit ambiant. Et donc, ces collègues ont exploré les différentes possibilités et sont arrivés à la conclusion que c'était probablement des chœurs de myctophidés, parce que ces poissons lanternes, enfin certains d'entre eux, ceux qui ont des vessies natatoires, sont capables de faire vibrer ces vessies natatoires. Et comme c'est des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de poissons qui sont au même endroit, et bien ça va produire un bruit, un fond sonore extrêmement important qui fait monter ce bruit ambiant. Et l'hypothèse qu'on émet, c'est que nos prédateurs devraient être capables de localiser, de dire bah là, il y a une augmentation très importante de ce bruit ambiant, donc il y a plus de proies, et dans ces zones-là, je devrais m'alimenter de façon plus efficace. J'en sais rien, c'est une hypothèse. Oui, tout à fait, mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le bruit que va faire, par exemple, un gros animal va faire un bruit ambiant qui est équivalent à un banc de poisson comme vous l'avez dit? Alors, ça, tu vas le trouver par rapport justement en discrétisant, en regardant ce bruit ambiant par rapport à différentes fréquences. Parce qu'un gros animal comme une baleine, ça va être des très basses fréquences, c'est-à-dire de l'ordre en dessous de 100 Hz. Là, les chœurs de myctophidés étaient plutôt aux alentours de 1,5-2 kHz. Donc, en regardant ces bruits ambiants à différents niveaux fréquentiels, ça va te donner des idées. Du coup, les fréquences sont espèces dépendantes? Alors, espèces dépendantes, peut-être pas, mais groupes dépendants, on va dire. Et puis les autres applications qu'on a avec l'acoustique, et ça c'est intéressant, c'est que j'ai parlé de l'accélération pour détecter les tentatives de capture de proie. En fait, vous allez entendre les ingestions de proie. Et c'est comme ça qu'on a pu valider qu'à peu près 80% des tentatives de capture de proie associées à un signal d'accélération étaient effectives, parce qu'on associait à un bruit de déglutition. Vous allez pouvoir faire de la physiologie, c'est-à-dire compter précisément le nombre de respirations prises par l'animal lorsqu'il est à la surface. Si vous placez l'enregistreur acoustique sur le dos, vous allez avoir le rythme cardiaque. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette acoustique passive. Oui, David. J'ai invité ça à la deuxième question. Je me demandais quel type de profondeur historique vous pouvez avoir, parce que vous avez votre série à long terme, et puisque les bateaux océanographiques pouvaient faire, en tout cas, des latitudes intermédiaires dans les décennies précédentes. Mais est-ce que tout ça, est-ce qu'on peut rembobiner jusqu'aux premières expéditions océanographiques Challenger? Non. Que les Allemands faisaient dans l'Atlantique Sud au début du XXe siècle. Jusqu'où est-ce qu'on peut se projeter en arrière? Alors, jusqu'où on peut se projeter en arrière? Alors, en fait, c'est un vrai problème parce qu'on se rend compte que vraiment dans l'océan austral, il y a très peu de données, il y en a, hein, mais avant les années 2000. Il y avait des campagnes océanographiques, mais elles sont très parcellaires sur certaines régions. Et d'ailleurs, il y a eu un travail d'évaluation de quel est l'apport des données éléphants de mer dans la définition, la résolution des modèles dans l'océan austral. Et il y a vraiment, avec l'ajout des données éléphants de mer, donc à partir de 2004, et en sachant que ça s'est surtout amélioré dans la suite, il y a vraiment un saut qualitatif. Et donc, en fait, pour quantifier les changements que j'évoque à long terme du contenu de chaleur de l'océan austral, on est surtout à peu près sûr de ce qui se passe avec plus de précision sur les 20 dernières années. Avant, on pense qu'on a une trajectoire qui est correcte, mais avec une marge d'erreur beaucoup plus importante, surtout liée à un déficit de données. Mais la personne qui serait le plus à même de répondre à ça, je ne sais pas s'il écoute, c'est Gilles Reverdin, qui connaît ça sur le bout des doigts. Mais par contre, le travail d'évaluation de l'apport des données éléphants de mer d'un point de vue qualitatif sur les modèles, il a été fait et il a été trouvé comme très significatif. Je suis là, d'ailleurs. Enfin, vas-y, comment?
Je suis là. Oui, ben alors, précise. Je confirme. Tu confirmes. Bon, merci. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour les personnes en visio. C'est qu'on voit. Ah oui, mais si. C'est l'outil pour lever la main. Bon, ben je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc j'ai été exhaustif. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et puis bon après-midi. Au revoir.